Allez, j'accueille maintenant les professionnels de la conversion de Flore dans le golf, avec notamment Rémi Dorbeau, bien sûr, président de la Greffe, et puis Simon Valmy, intendant golf de Marseille-Salette et à Sainte-Baume également, et Benoît Falguerac, qui est coordinateur technique national réseau golf Blue Green et qui est head greenkeeper. Alors, bonjour monsieur, installez-vous. Je vous ai vu en vidéo il n'y a pas longtemps, vous étiez formidable à la vidéo. C'était sur, je crois, le site internet des 48 heures du Gazon Sport Pro. C'est vrai ou pas? On vous a interviewé. Vous étiez magnifique. Alors, Rémi, rebonjour. Nous avons à côté de Rémi, nous avons Benoît. Benoît Falguerac, qui est coordinateur, attention, coordinateur technique national du réseau golf Blue Green, qui représente à peu près 47 golfs en France. 47 golfs en France, oui. Voilà. Et vous êtes donc c'est des golfs qui se trouvent pas mal sur la côte atlantique, un peu en région Île-de-France, du côté de Lyon aussi, je crois, et dans le sud-ouest. La vallée du Rhône et puis le sud-est. Le sud-ouest ou le sud-est? Sud-est et sud-ouest. Ah ben, très bien. Et nous avons également monsieur Simon Valmy. Simon Valmy, qui est intendant golf, donc de 2 golfs. On est d'accord, hein, Simon? Donc le golf de Marseille-Salette et à Sainte-Baume également. Aussi, je rattrape un autre bébé qui est Servan. À 3 golfs, effectivement. Ce qui est intéressant sur le parcours de Simon, parce que moi, c'est ça qui me passionne, ce sont les parcours professionnels et ce sont les parcours humains. Simon, vous avez commencé comment? Parce qu'au départ, vous êtes arrivé dans le golf, j'ai envie de dire, un peu par hasard. Expliquez-nous. Eh ben, moi, je viens ma formation est agricole. Donc, j'étais sur ma Martinique profonde. Et j'ai suivi l'amour en 96 sur la France. Et je me rappelle, c'est mon premier golf, c'est le golf de Cadmougin. Donc je suis entré comme débroussailleur. À l'époque, il y avait... comme débroussailleur. À l'époque, il y avait des dégâts de sanglier au golf. J'étais embauché pour remettre les dégâts de sanglier. Et surtout, comme j'avais une expérience au niveau de la clôture électrique, au niveau élevage, bovin, donc je devais poser aussi les clôtures électriques. Et puis d'année, on a fait la saison. Donc ils m'ont gardé pour 15 jours. On me dit dans 2 mois. C'était des 2 mois. Et puis au final, on m'a dit bon, donc on ne va pas te garder. Et puis à l'époque, il y a le Royal Mougin qui était géré par Momo, que vous connaissez. Et puis j'ai fait le début avec lui et ça a commencé. Donc, et puis d'ici là, j'ai gravi les échelons. Et puis j'ai voyagé à travers la Martinique. Et c'est là où j'ai perçu le problème. Parce que le problème que je suis en train de régler maintenant, en Martinique, j'étais déjà dans ce problème. Mais en Martinique, vous l'avez résolu ce problème? Je l'ai résolu, pourquoi? Parce qu'en même temps que j'étais sous l'île, je me suis dit, je vais regarder plus loin. Donc, Barbade, Trinidad, j'ai fait ces îles à côté. Et j'ai vu cette plante qui avait, à l'époque, il y avait le Bermuda. Plus, il y avait aussi le passe-palum à l'époque qui était à la mode. Donc, j'ai fait mes inversions aussi sur les greens de la Martinique. Alors maintenant, vous êtes revenu en métropole? En 2008, oui. Et donc, comment ça se passe alors du coup, votre retour métropole? Alors en 2008, je suis retourné de la métropole parce que le golf en Martinique on ne pouvait pas me garder. Donc j'ai décidé de retourner. Et je suis retourné au golf qui m'a employé. C'était le premier golf qui était Cadmougin. Oui. Donc j'étais embauché comme fontainier et l'assistant. Donc après, j'étais appelé à Terre Blanche. Terre Blanche, j'ai fait mes débuts avec le greenkeeper. J'étais son assistant. Et après, quand il est parti, j'ai commencé à travailler le parcours. Donc, et depuis, donc après ça, j'ai eu une grande évolution. J'ai mis le Bermuda en place aussi, c'est ce parcours. Et c'est là où j'ai eu la décision parce que c'était des périodes très difficiles qu'on passait dans cette partie. Donc, j'ai fait une visite en Espagne aussi. Donc, c'était un projet, donc on a amené le problème. Donc, bon, malheureusement, l'avenir a décidé autrement. Donc, je suis parti, j'ai quitté Terre Blanche. Donc, je suis actuellement avec le groupe Open Golf Club. Arrivé à Marseille, je me suis dit, waouh, il y a un beau chantier. Je me suis dit, c'est excitant, donc on va aller plus loin. Et un beau jour, j'étais à Nance-les-Pins.
J'ai eu la visite de la maison des gazons, DLF. Il travaillait et il m'a proposé une brochure. Et je vois un mélange extra sec. Et en même temps, j'étais en train de travailler, on a fait des agrandissements des parcours. Donc, quand j'ai vu ce mélange, je me suis dit, je veux 500 kilos qu'on va exploiter de suite. Et quand j'ai mis ce mélange sur le golf, bien entendu, avec la participation de ma direction, parce qu'ils m'ont dit, attention Simon, dans ta folie, on veut bien te suivre, mais nous, on ne veut pas de parcours grisonnant l'hiver. Donc j'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas ce problème, parce que cette variété en question, donc il y avait 10 sinodons dedans, de l'extra sec, du riz gras et de la fétique élevée. Donc je l'ai appliqué et aujourd'hui, j'ai un très bon résultat. Et ça ne vous a pas inquiété, vous, de devoir détruire une partie des fairways pour semer? Alors, je n'ai pas détruit. C'est qu'il y avait une partie qui est en réhabilitation parce que le golf est en travaux de réaménagement. Et je me suis dit, pour continuer à perdurer, et dans notre logique, continuer parce qu'il y aura les zéro vitaux, donc va falloir travailler différemment. Donc, j'ai anticipé et aujourd'hui, ça me donne du résultat. Donc Rémi Dorbeau, concernant la greffe, ce sont des comportements, des bonnes pratiques que vous accompagnez au sein même de la greffe? Déjà, un bon intendant de parcours, c'est celui qui trouve la bonne méthode pour le site dédié. Pour son parcours, oui, effectivement. Ça c'est le plus important, c'est que c'est quelqu'un qui a un socle de connaissances, qui peut être très varié, hein, dans le cas de Simon, bonnes expériences et qui permettent de justement essayer de trouver la bonne méthode pour avoir un minimum d'intrants et de bonne surface de jeu. Oui, vous continuez. Si vous... non, parce que je fais tourner la parole. Donc, allez-y. Nous, donc on y croit à la conversion de flore, hein, puisqu'on pense que c'est une des solutions, c'est un des leviers les plus importants pour objectivement atteindre le zéro phyto. Je rappelle régulièrement que les greens de golf, c'est quand même 1,5% de notre surface et ça concentre à peu près 96% ou 90%, on va être honnête, de nos traitements. Donc si on arrive à régler le problème des greens par la conversion, on aura déjà fait pas mal de travail. Alors justement, de votre expérience, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ce que vous avez pu expérimenter sur vos terrains? Alors, avant de parler de solutions, je voulais parler avant... de coûts. De coûts, l'argent. En fait. Alors évidemment, généralement, on en parle à la fin. Ça coûte cher? Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de coûts, en fait. Donc ça m'intéressait d'aborder ce sujet-là. Mais ça coûte cher de faire une conversion de flore? Alors ouais, parce qu'aujourd'hui, moi je représente ici 47 golfs. Voilà, on nous demande d'être opérationnel pour 2025. Donc nous, on va engager notre société. C'est une stratégie de société, hein, faut bien le savoir. Donc on va engager notre société à partir de 2022. On a fait des essais depuis 2020 hein, sur les conversions de flore. On a établi des protocoles. Voilà, on a estimé un coût hein, pour une conversion simple à raison de 4 regarnissages par an à peu près, 4 à 5 regarnissages par an. On a estimé le coût à peu près 8-10 000 euros l'hectare. Ah oui. D'accord. Sachant qu'un golf fait à peu près 50 hectares. Non, donc, comme je vous le disais au départ, ça concerne que les greens. Ah oui, c'est vrai, que les greens, oui. Donc, on va considérer qu'il y a entre 1 et 2 hectares par green. Mais pour une société comme la nôtre, ça représente un billet de 500 000 euros sur les 3-4 prochaines années. Donc, c'est pour vous dire que c'est très, très lourd à porter. Et là, je vous parle que de la conversion. On ne parle pas de nutrition, on ne parle pas de protection, on ne parle pas d'arrosage, on ne parle pas d'investissement. On parle uniquement de semences. Très bien, merci de le préciser. Est-ce qu'on a tout vu concernant les golfs? Et Simon, vous, donc, pour conclure sur la conversion de flore que vous faites ici donc à Marseille, à Sainte-Baume, et également dans le troisième golf dont j'ai oublié le nom? Oui, le troisième golf de Servan. Servan. J'ai constaté tout au début de l'été aussi, j'ai suivi un peu l'évolution des températures. Et ce que je dis, l'inversion va se faire sous 3 phases. Parce qu'il y a une partie qui est des appuis côté rocher, ça va être du Bermuda. Il y a des parties aussi au milieu du parcours, ça va être des zones d'ombre. Ça existe aussi les gazons spécial ombre. Je suis en train de faire l'expérience aussi sur mes parcours et ça marche très bien.
Et il y a une partie aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est toute la partie bouture. Ouais. Donc qui est très importante et ça marche aussi. Ce sont des boutures manuelles ou c'est des boutures qu'on peut faire avec des machines? C'est des boutures qu'on peut faire avec manuel ou avec des machines aussi. Et c'est la plupart, là où ça marche vraiment, j'ai eu l'expérience, c'est les boutures en manuel. Avec des slots, on fait des micro-trous, on les met dedans. Et là, on a de très, très, très bonnes expériences dessus. C'est un boulot énorme. Non, c'est un boulot qui demande... c'est un savoir-faire, parce qu'attention, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a de la formation à faire aussi. Et les équipes, il faut les préparer à ça aussi. Alors juste pour conclure sur les différents protocoles qu'on va mettre en place chez Blue Green. Oui. Donc on en a défini 4 qui vont du moins intrusif au plus intrusif. Alors je ne vais pas répéter tout ce que vous connaissez sur la conversion de flore, les regarnissages, toutes les techniques, et puis changer aussi nos pratiques de nutrition, d'arrosage, etc. Mais on a quand même mis en place un protocole qui peut vous intéresser. Je ne dis pas qu'on va le déployer chez nous partout, mais il peut être intéressant parce qu'on sait très bien que notre problème, c'est le pâture annuel et que dans le sol, on a un pouvoir grainier très, très important et qu'on a beau mettre de la graminée chaque année, le pâture annuel, il a tendance à revenir. Donc on a été assez radical. On a fait ça en coopération ou en collaboration avec la société Hydrapart. On a mis en place un scalpage de green, donc comme on fait sur les terrains de foot, exactement la même chose. Donc on a scalpé entièrement notre green. On a fait 3 greens, c'est sur le golfe de Vilaine. On a scalpé les greens, on les a ressemés, donc, pour un résultat très, très optimiste, puisque en fait, au bout de 2 mois, on avait réouvert au jeu les greens. Voilà. Ouais. Alors ça, il faut prendre en compte, chose qu'on n'a pas faite dans notre étude, il faut prendre en compte la perte de chiffre d'affaires causée par la fermeture. Mais ça veut dire qu'au bout de 2 mois, on est capable de rejouer sur des greens. Et on n'a plus le problème de la semence du pâturin dans notre sol, en fait. Voilà. Donc ça peut être une solution. Pour idée, ça coûte, on a estimé le coût, alors hors investissement, à 12 000 € l'hectare. D'accord. Voilà, donc on peut se poser la question. Et puis Rémi Derbeau, est-ce que vous avez, pouvez nous dire un peu une estimation en pourcentage des golfs qui pratiquent la conversion de flore? Est-ce que c'est encore minoritaire? Est-ce que ça progresse par rapport à 2020-2019? Alors il y en a qui ont démarré il y a longtemps, qui ont arrêté. Ouais, pourquoi? On a fait pas mal de formations au sein de la greffe, justement sur ce sujet-là, depuis bon nombre d'années, depuis plus de 15 ans. Moi, j'ai démarré les premières collections variétales parce que ça ne fonctionnait pas, parce qu'en fait, on ne modifiait pas la méthode culturale. Le premier, en fait, on peut parler de variété, on peut parler d'adaptabilité, on peut faire des collections variétales. Nous, on l'a fait en 2001 à Chantilly pour initier des choix qui sont plus bons aujourd'hui, tellement le climat change. Après, une fois que vous avez identifié, à supposer que vous avez choisi et identifié les graminées, il faut réussir l'inversion de flore. C'est-à-dire que là, il faut agir sur tous les leviers, parfois de manière assez drastique, quand on fait vraiment un scalpage, une conversion. Enfin, on nettoie la culture complète et puis on ressème et puis on ne laisse pas de place pour le pâturin annuel. Mais le premier levier, c'est l'eau. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de pâturin annuel, il faut espacer les arrosages au maximum. Il faut surtout introduire des graminées qui descendent profond. Ça, c'est la première méthode de conversion. Donc, si vous n'agissez pas sur ces leviers, si vous essayez d'installer un gazon dans un gazon une nouvelle graminée dans un gazon qui est très dense, c'est peine perdue, vous perdez de l'argent. Donc, ça commence déjà, et ce qu'on retrouve à l'heure actuelle, déjà un contexte politique, c'est-à-dire que le club est capable, ou le groupe est capable de se dire, on y va, on va le mettre l'environnement politique pour y aller, ensuite la stratégie financière, parce qu'il faut des moyens, la preuve, et puis ensuite, s'assurer qu'on est capable de l'assurer dans le temps. Parce que c'est bien, mais si on retourne, si ce que fait Benoît est fait sur des greens et qu'on installe de nouveaux greens en agrostide, mais qu'on ne change pas la méthode qui était appliquée avant, vous avez perdu de l'argent. Et vous passez pour un crétin. Donc il faut qu'il y ait tout ce panel, entre guillemets, de paramètres qui se retrouvent pour que ça fonctionne.
L'exemple de Chantilly, c'est qu'en 2001, on a fait une collection variétale. On a essayé d'identifier en fait différents types de graminées et des mélanges. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que quand même, c'est ce qui permet d'avoir des surfaces engazonnées qui soient solides et qui résistent aux différents types de bioagresseurs. Une graminée est plus ou moins résistante à la sécheresse, à la chaleur ou à différents types de maladies ou autres, à l'invasion des adventices, parce qu'il ne faut pas oublier que sur un golf, on y fait des trous en permanence. Et le premier vecteur d'ouverture des adventices, c'est quand même les divots. Donc, ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres surfaces sportives. Et après, de se dire, on va peut-être trouver le blend, le mélange de graminées qui va faire que on va avoir une qui va prendre le dessus par rapport à l'autre selon les moments de la saison, sans pour autant passer sur une inversion de flore, parce que parlons de prix aussi, hein, en inversion de flore, c'est bien de basculer d'une année sur l'autre, mais de 6 mois sur 6 mois, mais faut mettre les sous pour acheter les graines, parce que vous semez votre golf quand même quasiment une fois tous les ans. Hein. Et quand vous commencez à parler de 20 hectares de fairway, 300 kg hectares pour une graminée digne de ce nom, en inversion de flore, vous voyez ce que ça fait si vous atteignez 4 € le kilo. Vous faites le calcul rapidement, donc il faut avoir des moyens pour faire ça. Donc, voire 5 €. Oui, mais on négocie bien. Hein, tu sais, ouais. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un contexte qui soit favorable. Et à Chantilly, on a choisi des graminées, et je le redis, et c'est très important, ce qui se faisait avant n'est plus forcément d'actualité. On a regardé, par exemple, et l'observation est importante, Christophe le disait tout à l'heure, c'est vachement important de regarder ce qu'il y a autour quand vous arrivez sur un site. Parce que généralement, vous voyez qu'est-ce qui est bien adapté au moment où vous y êtes. Et nous, on a constaté, par exemple, à Chantilly, où on a installé des fétuques rouges qui étaient, entre guillemets, une des solutions sur lesquelles on pouvait s'arrêter pour les fairways. Et puis, depuis 3 ans, je vois des fairways qui commencent à subir des infestations de cynodon dactylon, de Bermuda grass. Vous me direz, à Chantilly, 40 km au nord de Paris, mais c'est quoi cette affaire ? Ça faisait 5 mètres carrés, et maintenant, ça en fait 200. Donc on se pose des questions. Et pourtant, on a des fétuques qui arrivent à vivre et cohabiter avec ce cynodon. C'est pas très beau à certains moments de l'année, mais ils vous ont expliqué tous les intérêts que ça pouvait avoir, moins d'eau, peut-être des problèmes de maladies, de résistance aux maladies, et peut-être une cohabitation qui, à certains moments, ne peut être peut-être un peu agressive à l'œil, parce qu'on a un gazon qui devient marron le temps que la graminée tempérée peut-être reprend le dessus, mais qui, techniquement parlant, sont des surfaces tout à fait jouables pour jouer au jeu de golf, comme pour le foot. Donc là, il y a des vraies questions. Oui, pour répondre à votre question, tout le monde quasiment est en train d'engager. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont raté le truc. C'est pour ça que c'était important d'en parler aujourd'hui. Écoutez, je pense que concernant la conversion de flore pour les golfs, je pense que vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur ? Non, je voulais juste rebondir sur l'intervention d'avant, Michel, sur donc la conversion des fairways notamment, et tu parlais de la fétuque, de la fétuque élevée. Oui, c'est vrai qu'il y avait une question sur effectivement le fait de détruire les fairways pour ressemer. Voilà, et en fait, je voulais simplement dire que toutes les espèces, on ne peut pas les regarnir. En fait, il y en a qui ne supportent pas le regarnissage, qui ne passent pas, et en fait, on est obligé de passer par de la création. Et c'est le cas de la fétuque élevée. Pour l'avoir fait sur un de nos golfs, on était persuadé de pouvoir l'implanter, et donc en fait on a été obligé de brûler et détruire les fairways en place. En plus, dans le sud de la France, elle n'a pas résisté à la chaleur de l'été, elle s'est fait envahir de toute manière par toutes les espèces annuelles d'été. Voilà. Donc c'était pas la solution. On croit notamment plus au cynodon pour le sud-est. Et par contre, on l'imagine, alors ça je me tourne vers vous, on imagine le mélanger en fait avec une autre espèce, mais plutôt de saison froide et pas un régras, plutôt un pâturin des prés, pour qu'il y en ait une qui prenne la place de l'autre à l'intersaison, sans qu'on soit obligé de faire des garnissages annuels. Dans nos protocoles, dans nos protocoles, oui, c'est exactement, j'écoute un peu tout le monde, mais c'est le grand sujet chez nous depuis plusieurs années, parce qu'il faut venir quand même avec une solution efficace. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que le cynodon a des gros avantages, de plus en plus. Bon, il a des inconvénients aussi, comme toutes les espèces, mais il faudrait l'associer. Et c'est les pâturins qui semblent être les très bons partenaires. Et après, bon, il y a toujours des effets de variété, de combiner certains pâturins des prés, entre eux aussi, hein, comme une composition.
Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est dessus depuis quelques temps qu'en fait. Et l'idée presque c'est d'avoir un mélange qui reste vert toute l'année. C'est-à-dire qu'on a le cynodon qui est actif quand lui il a besoin d'être actif, avec les gros avantages, moins d'eau, voilà, donc moins de maladies, mais surtout aussi toutes les, je précise, mais toutes les graminées annuelles, et aussi beaucoup le pâturin annuel bien sûr. Et puis le pâturin, lui, a l'air de rester dessous. Alors, on a encore des questions à se demander combien de temps il peut tenir, mais c'est vrai qu'il peut rester dessous et réapparaître quand lui, le cynodon, va se mettre en dormance, quoi. Donc c'est une solution, c'est sûr. Ça fait très longtemps que j'ai essayé ce type de mélange. Là, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles et imaginables. Effectivement, avec le pâturin, ça marche pas mal. Le problème, c'est la période de transition. Il faut trouver un pâturin qui soit compatible avec la variété de cynodons, parce qu'on parle de cynodons, mais il y a des grosses différences de comportement hein, en fonction des cynodons, des entrées en dormance qui ne sont pas les mêmes. Donc, faut trouver la bonne combinaison. C'est possible de le réussir, mais c'est très technique et ça ne marche pas à tous les coups. C'est quoi le dosage Les dosages, alors vous pouvez essayer différents dosages, ça va surtout dépendre de la période de semis. Ça, c'est la grosse difficulté, parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut une certaine température de sol pour que le cynodon germe, et c'est pas la même pour le pâturin. Donc, en fonction de la région, c'est très compliqué de trouver la bonne solution. Mais c'est pas moitié-moitié. Non, en pâturin, ça peut être moitié-moitié, mais alors du coup, avec des doses de semis au mètre carré qui sont beaucoup plus faibles. On va semer à 10 grammes au mètre carré, 5 grammes de cynodon et 5 grammes de pâturin. Ça peut être suffisant. Il faut trouver le juste équilibre. Et c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Pour avoir testé ça pendant des années. Aussi. Mais c'est la solution. On a cette année fait des expériences avec des mélanges fétuque élevé, cynodon et pâturin qui donnent des résultats qui sont intéressants. L'image de la fétuque élevée qu'on a actuellement, pour la plupart des gens, ça reste encore avec des fétuques élevées d'ancienne génération. Il y a toute une nouvelle génération de fétuques élevées qui arrive, avec lesquelles on peut faire des choses assez différentes. Prenez un micro. Donnez-lui un micro. Oui, mais c'est une fétuque élevée qui quand même a quelques années, quoi. Donc on peut faire mieux. Et c'est tout l'intérêt de la sélection variétale, c'est que on s'imagine pas toutes les possibilités qu'on a encore. Quand on parle simplement du raigrand anglais, au départ c'est une espèce fourragère. Quand on voit maintenant les raigrants anglais gazon qu'on a, ça n'a plus rien à voir. Et la fétuque élevée, c'est la même chose. Il y a 20 ans, on vendait de la fétuque élevée fourragère. Et maintenant, il y a eu une bonne sélection. Il y a eu beaucoup de matériel qui sont arrivés des États-Unis. Et puis maintenant, en Europe, on fait de la sélection et on a des choses qui marchent très bien. Et je pense que dans les 10-15 ans à venir, on verra encore des choses bien meilleures en fétuque élevée. Alors, je ne sais pas si on y aurait vraiment répondu, mais est-ce que ça peut être un frein pour certains intendants, greenkeepers ou même directeurs de golf, de devoir détruire un fairway pour pouvoir faire cette conversion de flore? Je ne sais pas si on y a répondu finalement. Je vais essayer de répondre. Oui, c'est un frein. Économiquement, c'est un frein. Néanmoins, un fairway de golf, même si on le détruit ou même si on le brûle, en fait, là pour l'idée, pour le coup, on l'avait nous brûlé. Et donc ressemé. C'est plus intéressant après pour la repousse. C'est pas ça, c'est qu'au niveau du jeu, en fait, comme vous gardez un matelas, vous pouvez continuer à jouer dessus. Voilà. Et donc en fait, alors nous on avait décidé de fermer. À l'époque, on a fermé 2 mois les 2 trous, mais je pense qu'on pourrait se passer de les fermer. D'accord. Très bien, voilà, on a répondu du coup. Bien, merci messieurs. Je dois vous libérer pour qu'on puisse passer à la suite.